Podcast. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes début mars, date de diffusion de cette spéciale du dimanche qui arrivera très peu de temps après que nous ayons toutes reçu des réductions pour les soins de beauté. Ce matraquage publicitaire nous cache évidemment la journée la plus importante pour nous toutes, le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, une journée de mobilisation générale pour rappeler que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être gagné. À mes côtés, j'ai une équipe de choc qui va vous dépoter vos idées reçues sur la lutte, mais surtout alimenter nos réflexions grâce à leurs lectures qui sont très peu nombreuses, évidemment. Et pourquoi pas vous donner envie d'enrichir vos bibliothèques. Sur ce, je dis bonjour Alex. Coucou. Coucou. Comment tu vas ce soir? Ben ça va, mais écoute, je me fous un peu la pression parce que je pense que je suis moins préparée que l'ensemble des personnes autour de cette table virtuelle, mais bon, en tout cas... Après, on va tourner un autre épisode sur la légitimité et pour nous débunker toutes. En parlant de tout ça, bonjour Aline. Bonjour. Et toi, comment tu vas? Tu es prête? Je suis prête pour ces 5 heures d'enregistrement ressenti 72. D'accord. Iphigénie, coucou. Coucou. Comment tu vas, toi, en revenant du travail? Probablement un peu mort intérieurement. Ça va aller, ça va aller. On va faire tout ça en douceur, t'inquiète pas. Et enfin, Mielou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ben moi, ça va. Pareil, un peu fatiguée après la journée de travail, mais ça va. Puis t'as noté plein de trucs, là. C'est Oui, bon. Des avalanches, des emails, tout. J'ai fait waouh. J'ai potentiellement doublé le nombre de livres, mais je ne parlerai pas de tout en détail, promis. Non, t'inquiète pas. Ou peut-être, on sait pas. On verra bien. Et toi, Corée, comment ça va? Eh bien, moi, ça va. J'ai réussi à boucler tous mes avis, ce qui n'était pas évident. On remerciera la participation de Monsieur Corée qui a fait à manger ce soir. De toute façon, il a vu mon regard, il a fait non, on va faire à manger seul. C'est pas grave. Mais j'ai été sympa, j'ai versé l'eau. Voilà. C'est un bel effort. Tu veux dire que tu as aidé? Je l'ai aidé et il en est très heureux. Du coup, je vais le dire à tout le monde pendant au moins 10 semaines que j'ai aidé Monsieur Corée en versant un verre d'eau. Voilà. Est-ce que maintenant tu vas faire des leçons sur comment verser un verre d'eau? Ah bah bien sûr. Puis attends, je t'ai pas fait ça juste en le versant. J'ai fait à la thé à la marocaine, tu vois. C'est la moindre des choses quand même. Hein. Donc l'important c'est la température de l'eau. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'on va monter un podcast dans pas longtemps à ce sujet. Donc voilà. Pour commencer cette spéciale du dimanche qui s'annonce très sérieuse et très chargée, je pense au départ commencer par un classique, une citation qu'on nous sort tout le temps. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devrez rester vigilante de votre vie durant. Simone de Beauvoir. Et moi, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir été élevée avec cette citation. Vous, c'est pareil? Pas élevée, mais depuis que j'ai plutôt une conscience féministe, oui. Aline? Alors moi, Simone de Beauvoir, je la connais pas vraiment à part à l'école. Voilà. Parce que j'ai eu la chance d'être dans une famille matriarcale. C'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui choisissent et les hommes n'ont qu'à suivre. C'est vrai que j'ai pas... La question féministe, pour moi, elle s'est posée beaucoup plus tard quand j'ai été confrontée au monde extérieur, entre guillemets, une fois que je suis partie de la maison. Mais voilà, j'avoue que j'étais très candide et très naïve de par mon éducation au début. Et Alex? Moi, j'ai été élevée par une maman qui m'a toujours dit « Ne dépends jamais d'un homme. Même si tu te maries, tu fais un contrat de mariage, tu es toujours indépendante, tu dois toujours pouvoir te barrer. » Pourtant, son mariage se passe très bien. Mais elle m'a toujours dit « Les hommes considèrent que tu ne dois jamais dépendre d'eux. Si tu le peux, garde toujours une porte de sortie. » Donc, j'ai toujours été un petit peu dans ce mood-là d'être quelqu'un d'autonome et d'indépendant en tant que femme. Et elle m'a toujours présenté les hommes comme des... comment dire? Elle m'a toujours... Voilà, en gros, ne te fais jamais avoir, voilà. Les hommes, de toute façon, ils ont le dessus sur nous, politiquement et tout ça, mais t'inquiète, je te fais confiance, tu vas t'en sortir. Ça a toujours été un petit peu dans ce sens-là. Et j'évolue dans un milieu très particulier puisque je suis infirmière. Donc, c'est un milieu de gonzesses. Des dramas de gonzesses.
un milieu où quand le médecin femme rentre dans la pièce, ils disent ah vous êtes l'infirmière, et quand l'aide-soignant homme rentre dans la pièce, on dit ah salut docteur. Donc bon, on apprend vite à poser des bases et à pas se faire mansplainer par les médecins qui s'identifient comme des hommes et qui pensent donc avoir raison. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été élevée en partie avec mon grand-père. Et mon grand-père est un homme assez macho parce qu'il a été élevé comme ça. Mais pour son plus grand bonheur, il a eu 3 filles et 3 petites filles. Donc autant dire qu'il a été très vite en surnombre. Du coup, il nous a toutes inculqué des valeurs dans le sens où il a appris ma mère et mes tantes, et ensuite moi et mes cousines, à agir, je vais pas dire comme un homme, mais en gros, il nous disait direct comment penser un homme pour éviter de se faire dominer par cette pensée, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. En gros, j'ai pas appris à jouer à la poupée avec lui, tu vois. J'ai appris à grimper aux arbres, à jardiner, à bricoler et à dépendre le moins possible d'un homme parce que pour lui, c'était important. Les plus grandes discussions que j'ai eues, en fait, c'est par rapport... J'ai parlé des trucs bêtes. Quand j'allais en soirée ou des trucs comme ça, c'était avec mon grand-père. Alors certes, tout ce qui était contraception, tout ça, ça restait le côté un peu féminin parce qu'il fallait pas déconner jusque-là. Non, mais Quand même. même avec le grand-père, t'imagines. Mais par contre, tu vois, le truc tout bête, le préservatif, c'est lui qui me l'a présenté. Et je peux dire qu'il était pas très très fier en allant à la pharmacie pour aller acheter la boîte pour faire la démonstration avec la petite banane. Pareil, tu vois, il m'a parlé des trucs tout cons, mais genre l'alcool, qu'est-ce qu'il faut pas mélanger, à partir de quelle quantité. Quand un homme te raccompagne, qu'est-ce que tu dois accepter, qu'est-ce que tu dois pas accepter. Et donc, tu vois, c'est des trucs comme ça qui pensent que c'est un macho féministe, dans le sens où il a été élevé vraiment comme quoi l'homme était la place centrale de la famille. Tu vois que c'était assez tradit. Mais le fait d'avoir des filles, il voulait pas que ses filles et ses petites filles aient des positions dépendantes par rapport aux hommes. Et t'as monté les coulisses, quoi. Donc, ouais, il a progressé vraiment avec son temps. On va reprendre quand même notre petite Simone, qui s'ennuie dans un coin. Je me dis, on la resserre tout le temps, mais en vrai, normalement, on est censé avoir les mêmes droits que les hommes, puisqu'on a la citoyenneté, on a tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui pourrait nous montrer qu'aujourd'hui, les droits des femmes sont menacés? Milou? Alors moi, je pensais à 2 exemples, un local et l'autre un peu plus étranger. Tout d'abord, pour ce qui concerne la France, on voit en ce moment des attaques de plus en plus répétées contre les personnes trans et bizarrement, c'est surtout contre les femmes trans que ça se précise. Les hommes trans, bon, on va pas dire qu'ils sont privilégiés, mais sont un petit peu moins dans le viseur. Et puis le truc le plus évident, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années avec l'abrogation de alors pardon, faut que j'arrive à le prononcer, de l'arrêt Roe vs Wade, donc l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement. C'est très joyeux. D'accord. Oui, bah... Iphigénie? Non, mais il y a eu un vrai frisson glacé au mot réarmement démographique, comme une reprise de possession des ventes. D'autant que c'était pas cohérent parce que ça venait avec des mesures de réduction du congé parental, d'une cohérence faite trop, mais Évidemment. il y avait vraiment cette reprise de possession sur le corps qui était c'était glaçant, quoi. C'était travail famille patrie, ça ne rappelait pas des choses. Ouais, je suis tout à fait de ton avis. Totalement. Aline? Oui, alors moi j'avais noté, justement un peu comme Yellow, 2 exemples. Un très très proche de nous, la France, avec de plus en plus d'attaques de planning familial, d'agences du planning familial. Donc ça c'est quand même bon, on sait très bien qui attaque ce genre d'établissement, mais enfin voilà. Donc ça me fait un petit peu peur pour les futures générations, pas pour moi parce que je suis un peu au courant de comment ça se passe. Et de façon plus lointaine, moi j'avais noté tout ce qui était aussi en Corée du Sud, tout ce qui se passe depuis la réélection depuis l'élection du président Yoon en 2022. Mais là, en discutant et tout, et je pense que c'est un peu plus grave encore, c'est la condition de la femme en Iran qui est désastreuse et qui était déjà pas terrible, mais qui est de pire en pire. Et il y a voilà, on n'en entend plus trop parler en ce moment, mais ça reste là. C'est le problème de l'actualité, c'est que à chaque nouvelle catastrophe, on efface toutes les précédentes et on n'en parle plus. Ouais. Et toi, Alex? D'entendre Aline parler, ça m'a rappelé un événement qui a eu lieu il y a genre 40 ans. C'était en Iran, en Irak. C'est terrible. Les femmes, elles allaient à la fac et tout, et du jour au lendemain,
elles se sont retrouvées à perdre tous leurs droits. Et oui, mais j'ai lu plusieurs livres pour cette chronique. Un des livres que j'ai lu, en fait, me fait beaucoup trop écho avec l'actualité. En fait, on en parlera plus tard. Et en fait, les droits des femmes, je vais dire un truc, en France, on est assez chanceuse. Et c'est triste à dire parce que même avec le réarmement démographique et tout ça, on reste chanceuse. Et ça me questionne beaucoup de se dire, finalement, l'eau, elle est encore tiède, elle est pas encore trop chaude. Mmh. On est des crevettes en cours de cuisson. Mais ça me fait assez peur parce que alors, les gens qui peuvent être sensibles, bouchez vos oreilles. Il y a 10 ans, j'ai fait un stage en gynécologie obstétrique au bloc opératoire. Je sais pas si je peux en parler, si tout le monde est OK avec ça. Ça devrait aller. Ça devrait Moi, ça aller. va. J'ai assisté à énormément d'avortements et d'autres choses obstétriques et aussi des hystérectomies, voilà, à but, stop reproduction. Et c'est un truc, moi, qui m'a toujours, questionnée. Genre, si moi, je veux dire: «Stop, je veux plus faire de bébé», le processus est long, mais j'ai encore le droit, par contre, de faire une IVG et tout ça. Ça reste encore et pour avoir assisté à des IVG au bloc opératoire avec un interne, un médecin, beaucoup d'infirmiers, ça reste une procédure qui est risquée. Et de me dire qu'on a enlevé ce droit d'être encadré, d'être protégé, d'être médicalisé à des gens, moi, ça me terrifie. Ça veut dire qu'on va vers, encore une fois, c'est les femmes qu'on met en danger. Encore une fois, c'est pas un petit danger, c'est la mort, c'est des choses irréversibles et enfin, moi, ça me met dans tous mes états. Et du coup, c'est vrai que cette histoire de réarmement démographique, si on commence à aller vers là, moi, ça me fait un petit peu peur. Surtout que, encore une fois, c'est ridicule les bilans de fertilité machin, encore une fois, ça sert à rien, c'est juste pour, comme ils font en Corée du Sud à dire, «On donne de l'argent, on donne des allocs». Les femmes sont considérées comme des genres de portails, enfin, les femmes, je dis même si les porteurs d'utérus sont considérés comme un utérus, comme une sorte de vecteur de la vie. C'est merveilleux, c'est ça. magique. Ben, j'en avais pas mal, c'est parce qu'en ce moment, dès que tu allumes les infos, ça foisonne. Et c'est vrai que la dernière, c'était pas mal, c'était comment dire, c'est les CNews qui avaient présenté des chiffres d'avortement comme Oh! cause de mortalité. Oui. Et mais ça va, après, ils se sont excusés. Et moi, je me dis, mais on les a laissés diffuser, en fait. Tu vois? Oui. C'est pas anodin. Je me dis, dans le contexte actuel, entre le fait que on est obligé maintenant de dénoncer directement. Je prends l'exemple de Depardieu. On est obligé de dénoncer agresseurs? les agresseurs, oui, parce que j'ai pas les mots qui vont avec. Vous compléterez avec les Non. trous, hein. Et Ah, mais c'est ça. mais on est obligé et que derrière t'as le président qui vient dire que attends, c'est un homme formidable parce que il représente la France et tu dis non, ça représente juste des connards, tu vois, c'est pas nous. T'as l'histoire du réarmement démographique. T'as cette histoire de placement de la liberté entre guillemets de l'avortement dans la Constitution, alors que c'est pas une liberté, c'est un droit et que en plus on ne parle que des femmes et pas des De tout le monde. femmes trans, tu vois, enfin de tout le monde, de toute personne possédant un utérus. Et du coup, le fait qu'ils aient laissé diffuser cette nouvelle en loose day, pour moi, c'est pas anodin. Je vous fais pas un coup de complotisme, hein, mais c'est pas anodin. C'est vraiment pour habituer les gens à ce genre d'informations, selon moi, du fait qu'on associe du coup l'avortement à un meurtre, alors que c'est pas du tout ça, on est bien d'accord. Et je pense que ça fait partie de tous ces trucs-là. Et moi, ça me fait peur cette ambiance en ce moment, surtout concernant les droits des femmes, tout simplement. Pour préciser, l'histoire de CNews, c'est pas qu'ils présentaient l'avortement comme cause de mort pour les femmes, mais bien ils parlaient des embryons avortés. Ouais. Pour ceux qui ont pas, les personnes qui ont pas suivi. C'était dans leur émission Kato, non? Ouais. Oh, Je crois, ouais. Oui, non, mais il y avait d'autant plus ce contexte-là, quoi. Ça n'excuse Et pas, hein. Mais... Non, ça, bien au contraire. On en reparlera dans une certaine BD. Ouais. C'est marrant là dans tous ces exemples-là. J'ai l'impression que pour nous, pour ce qui est proche de nous, ça concerne beaucoup la liberté de son corps, de faire ce qu'on veut de son corps et de décider, et que on n'est plus sur les questions de est-ce qu'elle a le droit de voter ou pas, ça c'est acquis, machin, on n'en reparle plus. Mais que précisément ces questions que nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères se sont posées, elles se posent dans d'autres parties du monde à l'heure actuelle. Et il y a comme ça une certaine logique dans le développement des pays à voir. Enfin, voilà, c'était une petite réflexion comme ça. Je peux parler d'un fait qui m'a un peu choquée dans l'actualité. Oui, vas-y, je t'en prie. Le chanteur de Noir Désir a fait un financement participatif. Il a eu plein de sous et j'ai fait l'erreur de lire les commentaires.
sous le financement participatif. Oh mon Dieu. Et je me suis dit, mais moi, en fait, j'y pense depuis 2 semaines, je crois. Je me dis, quand on est une femme, on n'est pas considéré comme aussi bien qu'un homme. Pour moi, on est un objet de désir, et j'ai vu le film Barbie et ça m'a travaillé aussi, mais bon, c'est pas un livre, c'est pas une lecture et tout ça. Mais je trouve que Barbie a dit tout ce que je voulais dire, en fait, Ouais. dans cette émission à ma place. Et moi, rien que cette news, elle me glace le sang parce que partout, même quand on est dans une société qu'on imagine matriarcale, à chaque fois, il y a un moment où j'ai l'impression que la femme, il va y avoir un glissement, on se rend compte qu'elle est moins considérée. C'est moins grave quand c'est une femme, genre. Ou Bah oui. assimiler les femmes, ou les personnes transgenres aussi, hein, c'est toujours moins grave. Quand on est un homme cis, c'est toujours différent. C'est quelque chose que dans des œuvres de dystopie qui essayent de retourner une classe sociale ou un métier, un genre, j'ai l'impression que ça ne marche jamais en fait. Il y a des œuvres qui ont essayé, c'était quoi, avec une figure de travailleuse du sexe qui n'est pas méprisée, qui n'est pas. Et en fait, au bout de 2 épisodes, elle se fait agresser quoi. Il y a pas de, ça marche pas. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à concevoir un monde d'œuvres de fiction qui retournerait vraiment les situations patriarcales en mode situation matriarcale. Ça n'est jamais correct, crédible. Il y a toujours un petit sexisme qui se balade dedans. Oh, je pense que des œuvres qui inversent vraiment le stigmate, il y en a. Mais j'avais en tête un titre, ça s'appelait, c'est une BD qui s'appelle, donc on commence déjà à sortir des titres qui n'étaient pas prévus, mais une BD qui s'appelle Erika et les princes en détresse, où ça inverse justement, c'est totalement ce qui s'appelle en anglais gender bend, donc on inverse les rôles de genre, et où les princesses sont toujours à cheval avec une grosse épée en train d'aller sauver les princes qui ont besoin d'être sauvés évidemment, et ça réinvente pas grand chose, c'est vraiment juste exactement le miroir de notre société. Dans ce cas-là, en fait, si on a juste à inverser le rôle des hommes et des minorités, le régime matriarcal en tout cas pour moi, on l'a. Le vrai souci qu'on a du mal à imaginer, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus égalitaire quoi. On a du mal à imaginer une société sans domination en fait, tout simplement. Mais ça, on en reparlera à toute fin quand on balancera tout le restant de nos livres, parce que j'en ai un pour toi, tu vas adorer. Il paraît qu'on n'a pas à s'inquiéter des menaces éventuelles sur nos droits primordiaux. Et ouais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président actuel du Sénat, Gérard Larcher, qui pense qu'inscrire la liberté à l'avortement dans la Constitution, je parle de liberté puisque le texte a été accepté par le Sénat aujourd'hui, il n'est pas vital pour nous. Et donc, je le répète, je parle de liberté et pas de droit. C'est vrai que la Constitution est le gardien des droits de l'homme et du citoyen. Et on parle bien des droits de l'homme. Et l'article 1 proclame « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Autant vous dire qu'on partait mal, mais avec le code napoléonien, vous verrez, le peu de droits qu'on avait à l'époque, si tu veux, ça c'était vraiment envolé. Mais heureusement, on a eu quand même la liberté au bout du tunnel, puisque le 21 avril 1945, les femmes ont eu le droit de vote. Ce qui veut dire qu'elles avaient le droit de décider par elles-mêmes qui serait leur représentant. Mais je pense que les hommes, au départ, ils pensaient qu'elles allaient demander conseil à leur mari. Donc, ça a été loupé. Mais voilà, c'est comme ça. Ça a été Quoi, les femmes ont un cerveau quand même, hein. Oui, Ça a été le cas exactement. pour Parce beaucoup de que, monde. je sais pas si vous avez regardé des vieilles émissions sur l'INA. C'est assez révélateur. Quand ils parlent du droit de vote ou des trucs comme ça, enfin, tout ce qui date des toutes premières émissions de télévision, c'est assez glaçant quand tu vois les points de vue masculins. Je suis bien contente que mon grand-père n'ait eu que des filles. Bref. Enfin, le 20 décembre 1975, on a eu un truc super sympa. Ça s'appelle la loi Veil, qui autorise l'IVG pour 5 ans à la base. Et ensuite, on a pu la prolonger. Ça voulait quand même dire qu'au lieu de disposer de notre tête et de demander un conseil à nos conjoints, en fait, on avait le droit de disposer de notre utérus et c'était quand même assez cool. Aline, je pense que tu avais lu un bouquin sur Simone Veil. Oui, j'ai lu la biographie de Simone Veil qui s'appelle Simone Veil, une vie. Bon, Ouais. on repassera sur l'originalité, mais ce qui est important, c'est le contenu et le message qui est délivré. Finalement, en fait, c'est surtout pour moi l'occasion de parler de Simone Veil. Oh, ça va être dur. Ça va aller, on est là. Ouais, c'est dur. Ah, pardon. Y a pas de souci. Alors, Madame Veil, c'est vraiment pour moi un modèle et si j'avais une fille, je lui en parlerais en espérant qu'elle s'en trouve également inspirée. Alors souvent, les gens disent je me souviens de ce que je faisais le jour où mettez le nom que vous voulez est décédé.
Et ben moi, je me souviens du jour où Madame Veil est décédée. En fait, j'essayais des robes pour le mariage de ma meilleure amie et avec la vendeuse, on entend à la radio, là, qui tourne dans le magasin, le décès de Madame Veil. Et ben on s'est regardés et on a tout de suite compris. Et en fait, ça nous a fait un petit choc. On était toutes les deux là, on a soupiré. On a dit, ben, on va voir ce que ça va être la suite. Et ben, maintenant, on voit ce que c'est la suite, n'est-ce pas? Donc avec cette biographie, Simone Veil, une vie, en fait, j'ai accueilli le témoignage d'une rescapée de la Shoah, d'une femme politique, d'une femme dans l'arène de l'Assemblée nationale devant tous ces hommes qui, s'ils pouvaient enfanter, eh ben, ils auraient voté l'avortement en moins de 3 minutes. Et justement, je voulais faire un petit dérivé, une petite voilà, sur la Shoah. J'ai récemment eu l'occasion d'assister à une conférence de Ginette Kolinka. Et en fait, elle nous a raconté, sans pathos, sans larmes, et même avec une petite pointe d'humour, en fait, son expérience dans les camps de concentration. Et ben, c'était au-delà de l'imaginable. Même avec ces mots, je ne peux pas me rendre compte de ce que c'était de vivre déjà dans ces camps et d'être une femme dans ces camps. Ça avait l'air d'être au-delà de ce qui est humainement possible de supporter. Et donc toutes ces femmes en temps de guerre, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou même à l'heure actuelle, les femmes sont utilisées, elles sont méprisées, on leur fait subir les pires sévices. Et ça, c'est en temps de guerre, mais je pense que dans la vie de tous les jours, même si c'est pas à ce point-là, c'est pas facile d'être une fille. Vraiment pas. Revenons à la biographie de Madame Veil. Bon, le récit couvre essentiellement ses jeunes années, ses années de prisonnière, puis son retour difficile à la vie, son retour à la liberté et le silence qui a suivi ce retour. Parce qu'elle n'a pas voulu raconter son expérience de façon extensive. Il y avait une très très grande pudeur et une volonté aussi peut-être d'oublier un peu ce qui s'était passé pendant ces années-là. Et les jeunes générations, je m'inclus dedans parce que je suis pas si vieille que ça, celles qui n'ont pas connu la guerre sur notre territoire. En fait, on se souvient d'elle comme celle qui a porté les débats sur la loi pour le droit à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'on dit IVG depuis tout à l'heure, mais je suis plus certaine si on a dit ce que ça voulait dire. Et ce droit, donc cette loi est passée en 1975, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et je pense aussi, moi, à Gisèle Halimi dans ce combat-là. Et le premier pays européen qui a légalisé ce droit à l'IVG, c'était l'Espagne, au début des années 30. Bon, ils ont eu un gros retour en arrière avec le franquisme, une petite période sombre comme ça. Et c'est revenu après, les femmes ont à nouveau eu le droit de disposer de leur corps une fois que la démocratie est revenue. Et voilà, Espagne dans les années 30, France 1975. Cette biographie, elle nous permet aussi de nous plonger dans une époque qui est pas si lointaine et qui me permet aussi de comprendre ce que ma mère a pu entendre dans sa jeunesse, comment elle a pu se construire et qui explique en partie mon éducation. Et Simone Veil, je l'ai découverte finalement par moi-même, mais je comprends maintenant la pudeur que ma maman peut avoir sur certains sujets. Les années 70 et les années 80, eh ben en fait, elles sont pas aussi belles et aussi cool que dans les films et les clips musicaux. Et le livre se conclut par la retranscription des discours de Madame Veil devant l'Assemblée. Ces discours servis pour la cause des femmes à disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Et t'as parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé sur CNews, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi, je suis aussi fascinée par les vidéos de Lina qui montrent l'animosité à laquelle elle a dû faire face. Elle a dû tenir bon pour nous toutes. Alors, merci Madame Veil. J'ai fini. Merci Aline. Merci, j'avais presque envie d'applaudir. Moi aussi. Tu sais, j'ai lu aussi une biographie de Simone Veil. J'ai eu droit qu'à la première partie, donc qui a eu sur son enfance et sa déportation. Et en fait, ouais, c'est mon grand-père paternel a été déporté lui aussi. Et tu vois, c'était un des trucs qui j'arrivais pas à concevoir qu'il nous en parle pas. Il était très discret, il était toujours plein de vie, plein de gentillesse. Et son truc à lui, quand j'allais le voir, c'est qu'il m'emmenait à la librairie. Et il voit cette première partie d'une biographie de Simone Veil et fait tu prends, t'as une partie pour toi et une partie pour moi en fait. Et c'était ça. Moi, ce qui m'a marqué dans la vie de Madame Veil, c'est qu'elle se disait pas féministe en fait. C'est qu'elle elle aimait la politique, ça, on est d'accord. Mais elle était pas au départ, elle était pas là pour spécialement défendre le droit des femmes. Elle était là juste pour elle, pour les sauver. Elle voyait vraiment le problème de l'intervention volontaire de grossesse comme un problème médical. Oui, elle a pas fait que ça. Hein. Elle a aussi grandement
participé à la construction de l'Europe, à tout ça. Oui, 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 c'est bien ça. sûr. Mais ça reste un fait, majeur. Et en fait, si cette femme avait pas eu le virus de la politique entre guillemets, elle aurait été très très heureuse en tant que ou prof ou femme au foyer ou tout ce que tu veux en fait. Sa vie c'était pas de je vais débunker le paternalisme, je vais, tu vois, c'était pas, elle avait pas une tenue de super héroïne, tu vois. Elle était juste là, un petit peu comme nous, hein. Elle était assise, elle était avec son tricot, elle était très bien et c'est ça qui est assez fou, c'est que souvent, t'as pas, je sais pas, quand tu présentes, de la manière dont certains hommes présentent les féministes, t'as envie de leur présenter Simone Veil. Est-ce que quelqu'un d'autre a ajouté sur... Moi, juste, j'ai deux recommandations. Enfin, de très, je vais pas m'éterniser dessus. Mais en t'écoutant, Aline, j'ai pensé, il y a aussi le discours, le fameux discours de Simone Veil devant, je sais plus si c'était le Sénat ou l'Assemblée, le fameux jour où ça a été voté, ça devait être le Sénat du coup, je suppose, a été retranscrit dans un livre qui du coup pas très épais, ça fait une 30aine de pages. S'il y a des gens, bon, il doit être aussi disponible sur internet, je suppose, mais s'il y a des gens qui ont envie d'avoir, sans avoir à acheter un livre qui coûte un peu plus cher en même temps, il est disponible. Et je voulais juste partager, bon, je vous le montre, vous avez l'exclu vidéo. Moi, j'ai pas lu Une vie, mais j'ai lu une BD qui s'appelle Simone Veil l'immortelle, qui du coup reprend la biographie de Simone Veil. Pour le coup, moi, j'ai quasiment totalement découvert son passé, ses liens avec la déportation, etc. Moi, c'est vrai, comme disait Corée, je la connaissais uniquement à travers le droit à l'avortement. C'est une chouette BD qui est il s'est organisé par tranche de temps. Il y a des allers-retours dans le temps et chaque période temporelle est identifiée avec un code couleur très précis. Et c'est beau et c'est clair, c'est instructif et on en apprend en plus sur cette grande dame. Donc, si vous êtes un peu moins roman et un peu plus BD, il y a ça aussi comme alternative. Alex, Fifi, Jenny, je m'oublie toujours la moitié de ton nom, je me demande pas pourquoi. On va finir sur Fifi en fin de soirée, ça va être magique. Non, j'ai pas plus. C'était agréable de t'entendre parler avec. Alors, c'était pas forcément agréable pour toi, mais c'était agréable de t'entendre parler avec autant d'émotion, de voir à quel point ça a compté dans ta construction, et c'est toujours intéressant. Merci. Merci. Les mauvaises langues diront que maintenant c'est bon, tu vois, on a eu tous les droits et on va pouvoir passer à autre chose sur ce problème d'égalité entre les droits des femmes et les droits des hommes. Mais au final, quand tu regardes, en fait, c'est beaucoup les femmes de base ont fait beaucoup de choses dans l'histoire et dans la littérature depuis toujours, mais à chaque fois on ne les voit pas. C'est ça le pire. Et pour ça, je vais vous présenter l'histoire de France au féminin. Parce que je trouve qu'on présente toujours l'histoire des grands hommes. Et je pense aussi que c'est sur ça où en fait on nous minimise à chaque fois. Et au départ, je pensais vous présenter un super livre que j'avais lu parce que on aime faire décorer ici. C'était Femmes de pouvoir de l'Antiquité et c'était écrit par Nicolas Mielton. Et c'est même disponible en audio, comme quoi vous voyez, on peut vraiment le lire en faisant nos corvées ménagères. Bref, ce livre est très bien fait. Allez. Alors, et comme ce livre est très bien fait, ça montre à quel point on a invisibilisé le pouvoir des femmes dans l'Antiquité. Mais ça parlait que de la partie antique. Et du coup, on va dire, ouais, mais bon, tu comprends, c'était hyper loin, maintenant, c'est bon, vous avez la reconnaissance. Mais en gratouillant un petit peu, j'avais été dans ma librairie et j'ai trouvé 2 autres livres qui auraient pu être géniaux pour le sujet. Donc, c'est Ni vu ni connu, Panthéon, Histoire, Mémoire, Où sont les femmes, écrite par le collectif Georgette Sand. Et Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes par Titiou Lecoq. Le seul souci, c'est que j'avais plus que 3 jours pour tout lire et écrire mon avis. Donc, je vais les mettre pour le mois prochain. Ça fera des chapitres. Je me suis dit, vu qu'on était un petit peu ric-rac, autant se faire une petite BD. Et j'ai opté pour celle-ci, donc l'histoire de France au féminin, qui est sortie le 23 août 2023, donc elle est plutôt bien à jour. Elle a été écrite et dessinée par Sandrine Miesa et Blanche Sabat. Et en fait, le but de cette BD, c'est t'as une grand-mère qui raconte l'histoire à son petit-fils et sa petite-fille. Histoire qu'on peut montrer aussi que il faut éduquer les garçons sur le genre. Et cette bande dessinée va faire un état des lieux sur les droits qu'ont eu les femmes tout au long de l'histoire, avec des sources à chaque fois qu'elle en a eu. Et on sera surpris que qui a réduit les droits des femmes au départ, c'était le droit romain, la religion catholique et enfin Napoléon, qui nous a tous achevés avec le Code civil.
Et ça explique pourquoi, depuis si longtemps, en fait, la maladie du patriarcat, elle se guérit pas tel un bon petit gros parasite, quoi. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, depuis l'Empire romain, en fait, on nous répète tout le temps qu'on n'a pas les mêmes droits que les hommes. En découvrant l'histoire de ces femmes, puisqu'à chaque fois, on a des tableaux de différentes femmes au sein de l'histoire, je vous laisserai découvrir en lisant la BD. On a beau nous cantonner à des rôles, à nous réduire nos champs d'action, à nous rabâcher que nous sommes des trophées sans cervelle, peu importe l'endroit et peu importe l'époque, les femmes ont toujours fait deux choses. Primo, elles sont restées brillantes. Qu'on les éduque ou pas, qu'on leur donne le droit d'exercer un métier ou pas, ou qu'on leur donne le droit de paraître à un endroit ou pas. Et secondo, elles ont toujours trouvé le moyen de se réaliser. Peut-être pas toutes, mais il y en a toujours eu. Et ça m'amène à la réflexion suivante. D'abord les hommes. Pourquoi ils passent autant de temps et d'énergie à dénigrer les actions des femmes? Je pense à Cléopâtre, qu'on a toujours cantonnée dans le rôle de séductrice alors qu'elle s'est battue pour sa vision d'Égypte. Je pense à Aliénor d'Aquitaine, qui a promu les arts et qui gérait seule son duché. Je pense à Catherine de Médicis, qu'on accuse de massacre de la Saint-Barthélemy alors que d'autres rois avaient fait pareil sinon pire. Et je pense à Olympe de Gouges, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et qui a été guillotinée 2 ans plus tard pour avoir fait de la politique. Et je pense enfin à Camille Claudel, qui a été rendue folle par Rodin et qui du coup est fini internée et qui n'a plus jamais sculpté de sa vie. Et enfin, je pense à Louise Aubrac, qui a quand même sauvé autant de résistants. Ces femmes-là, on n'en parle pas. Maintenant, on en parle un petit peu plus, mais on n'en parle pas. Et je dis aux hommes, mais arrêtez de nous invisibiliser, parce que en fait, il y aura toujours des femmes pour sortir du lot. Alors qu'on les entrave ou pas. Donc, imaginez plutôt les possibilités de nous laisser un petit peu de place au bout d'un moment. Et c'est pour ça que je suis triste, parce que en fait, là, on retrouve des traces de l'histoire de ces femmes, mais on retrouvera pas tout, parce que à chaque fois, on a fait de l'histoire. C'est ça le souci. C'est que là, on se dit, ouais, il y a eu quelques femmes, c'est bon, c'était des exceptions. Non, en fait, je suis sûre qu'il y a eu des centaines d'autres femmes dans tous les pays du monde et qu'on ne retrouvera jamais le récit, tout simplement parce que à chaque fois, on les a écartées du premier rôle. Alors qu'il y a toujours eu des femmes, mais de toutes les époques. Je disais cette BD, franchement, c'est assez incroyable, parce qu'il y en a toujours eu dans tous les domaines qui ont fait quelque chose d'incroyable. Donc, au bout d'un moment, faites quelque chose, quoi, les gars. En reprenant l'exemple, justement, de ces femmes qui ont fait des trucs, Aline, je pense que tu peux nous parler de Mary Shelley et de Jane Austen, parce que elles aussi, c'était des sacrées nanas concernant la littérature. La littérature anglaise, plus précisément. Là, je serais beaucoup moins émotive, excusez-moi. Ça va, ouais? Non, mais c'est anglais. Et ça me touche moins. Pardon. enfin. Je m'attendais pas à ça. C'est Non, Angleterre, hein. Oui, c'est des Anglaises. J'aime beaucoup Mary Shelley et Jane Austen en tant qu'écrivaine, mais c'est vrai que ça me touche moins que Simone Veil, donc là, ça devrait aller. Des petites bios très très brèves. Donc Mary Shelley, qui est née en 1797, décédée en 1851, est une romancière anglaise, fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft et de l'écrivain politique William Godwin. Sa mère décède peu après sa naissance. Elle avait 10 jours, donc on peut dire qu'elle n'a pas connu sa mère. Et son père se remarie 4 ans plus tard. Mais contrairement à ce qu'on peut voir dans Princesse Sarah, par exemple, il ne va pas délaisser sa fille. Il va tout faire pour qu'elle ait une éducation riche et il va même l'encourager à avoir des idées politiques libérales. Et ces idées politiques, elle va les conserver toute sa vie. Elle a ensuite une liaison avec un partisan de son père, le fameux Percy Bysshe Shelley, avec qui elle se mariera quand la première femme de celui-ci se suicidera. Voilà, pour les joyeusetés. En 1816, elle écrit son premier roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et le reste de sa vie de mère et d'épouse est plutôt triste. Elle va avoir 2 de ses enfants décédés, son mari va également mourir et elle succombera à une tumeur au cerveau. Mais en tant qu'auteure, elle est reconnue et prise au sérieux par ses contemporains. Donc ça, c'est très important. Ses engagements politiques forts, par contre, sont souvent oubliés. Sciemment ou non, je vous laisse juger. À sa mort, on retient surtout qu'elle est l'épouse de Percy Bysshe Shelley et qu'elle est l'auteur de Frankenstein. C'est assez réducteur. Il faut attendre 1989 pour qu'une biographie universitaire lui soit consacrée, Mary Shelley romanesque et réalité d'Emily Sunstein. Maintenant, une autre auteure, Jane Austen,
qui a vécu à peu près à la même époque, entre 1775 et 1817. Donc c'est une femme de lettres anglaise, issue de la gentry, la petite noblesse anglaise sans titre. Jane Austen a cultivé son anonymat toute sa vie et a eu donc peu de succès de son vivant. Elle n'est connue que finalement dans les cercles littéraires, les gens qui sont très au fait, comme Corée finalement, de ce qui se passe dans l'univers de la littérature. La famille Austen était très proche, c'est ce qu'on peut également voir dans ses romans. Ces héroïnes sont toujours entourées de beaucoup de sœurs, beaucoup de frères très unis qui se portent. Et finalement, dans la famille Austen, c'est aussi les frères et le père qui vont l'encourager dans sa carrière artistique. Ses romans se caractérisent par un style réaliste, assez ironique, approprié pour faire la critique des romans sentimentaux de l'époque. Comme je disais, ces personnages centraux, donc on peut citer Elizabeth Bennet, Elinor Dashwood et Mad Woodhouse, sont toujours des femmes, indépendantes d'esprit, mais prises finalement dans le carcan de la société, le mariage leur assurant un statut social et un statut économique. Et les fins sont, entre guillemets, toujours heureuses. C'est-à-dire qu'elles se marient toujours à la fin. Et Jane Austen est reconnue comme grande écrivaine anglaise depuis les années 1940 et fait partie du patrimoine littéraire anglophone et ses romans font l'objet de moult adaptations audiovisuelles. Je vous renvoie à notre watchlist sur Orgueil et Préjugés avec Sarah. Et donc, on peut citer Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, Emma, Northanger Abbey, enfin voilà. Assez prolifique, Madame Austen. Donc finalement, c'est deux auteurs qui sont très différents d'un point de vue stylistique, avec des profils très similaires. C'est-à-dire que ce sont des filles de la noblesse, donc de petites ou de noblesse un peu plus importante, qui sont toujours encouragées par les hommes de leur vie, donc leur frère ou leur père, leur mari, pour écrire, et se faisant les critiques de leur époque. La fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Alors, je vais revenir un petit peu sur les œuvres, notamment Frankenstein. Moi, Frankenstein, je l'ai découvert en 4e ou en 3e, enfin voilà, au collège. Et l'idée du roman, donc à l'époque, l'idée lui est venue à Mary Shelley lors d'un été pluvieux autour du lac Léman. Son mari, sa demi-sœur Claire Claremont, le poète Lord Byron et un jeune médecin John William Polidori étaient donc réunis dans une grande villa pour y passer leurs vacances. Et pour passer le temps, parce que je vous rappelle, il pleut, on se fait chier, ils lisent des histoires de fantômes, ils discutent aussi des travaux de Darwin, si ça vous rappelle quelque chose, l'évolution, tout ça, et aussi d'une nouvelle technique, la galvanisation. Et la rumeur veut que Darwin aurait ravivé de la matière morte en utilisant cette technique, donc en utilisant l'électricité. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Légèrement. Finalement, c'est un terreau très fertile à l'imagination de cet auteur pour le docteur Frankenstein et sa créature. Alors, chacun des 5 amis, donc je vous fais l'impasse sur les prénoms, écrivent chacun des histoires d'épouvante. On va avoir des histoires de vampires, de fantômes, etc. Mais surtout, on va avoir le docteur Frankenstein. Alors, il va créer un monstre à partir de bouts de cadavres, lui donner vie grâce à un orage, et la créature va finir par s'enfuir, mais est chassée par les villageois à cause de son apparence, entre autres. Il me semble qu'il y a une petite fille dans l'histoire qui passe de vie à trépas. Alors, c'est un roman gothique, un roman d'horreur, un roman philosophique qui est précurseur de la science-fiction. C'est, on peut dire, une référence dans le domaine. Et ce qui m'a plu dans Frankenstein, c'est essentiellement la réflexion qu'il y a autour de qu'est-ce qu'un monstre. Est-ce que c'est son apparence ? Est-ce que c'est les actions qui mènent à devenir un monstre ? Vous allez dire que tout ça, c'est des clichés et des idées, bien préconçues qu'on m'a fourrées dans le crâne à l'école. Peut-être, peut-être pas. Et que c'est assez facile à faire comme réflexion, n'est-ce pas ? Mais voilà, enfin, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Mais en fait, du haut de mes 13-14 ans, quand je l'ai lu, et je vous rappelle, j'étais plutôt protégée, voire très naïve, j'ai découvert ce bouquin et j'ai été bluffée par ce constat. Et encore plus bluffée quand j'ai appris que c'était une femme qui l'avait écrit. Parce que pour moi, ce type de récit, à l'époque, ça ne pouvait être écrit que par un homme. Et le mérite de Frankenstein, c'est de m'avoir ouvert finalement un horizon de possible. De me dire qu'une femme, elle peut aussi écrire des histoires d'horreur. Et je vais finir sur Jane Austen. Moi, je l'ai découverte dans ma vingtaine.
J'étais encore un peu trop fleur bleue à l'époque et surtout Monsieur Darcy me faisait un petit peu rêver, j'avoue. Le petit clin d'œil aussi dans Bridget Jones, ne m'a pas déplu, on va dire, voilà. Et ce qui me plaît surtout, c'est l'ironie de cet auteur. Elle documente très bien l'ennui des jeunes filles de son époque, dont la seule perspective de l'année, c'est la saison des bals pour se trouver un mari. Elle décrit assez finement les relations hommes-femmes et surtout la place de cette dernière, une sorte de potiche savante qui doit savoir jouer du piano, chanter, danser, broder. Enfin voilà, vous avez compris. Ces héroïnes sont censées, je dis bien censées secouer un petit peu tout ça, mais je trouve que le tremblement de terre est quand même ultra localisé et que finalement, il y a très peu de changements dans cette société. Parce que comme je vous disais, ça se finit toujours bien. À la fin, on se marie, on organise le prochain bal et on s'inquiète de la longueur de taffetas nécessaire à sa nouvelle robe. Enfin, pour ma part, je reste une grande amatrice de Jane Austen, mais je ne lis pas ça comme des pamphlets féministes. Mary Shelley et Jane Austen sont des grandes auteurs britanniques qui ont sûrement ouvert la voie et inspiré de nombreuses et nombreux auteurs dans leurs genres respectifs ou même ont ouvert des horizons différents. Mais elles sont finalement des exceptions dans cette société victorienne parce que oui, à cette époque, à la fin du 19e siècle, c'est encore la reine Victoria qui règne en Angleterre, au Royaume-Uni. C'est tout pour moi, j'ai tout donné. Bonsoir. T'as tout donné là? Et elle a lâché son micro. Mielou, tu as aussi une bande dessinée à nous présenter? Oui, je voulais juste, compléter. Vous le dites si je parle trop, hein, il y a Non, aucun souci. non. Attends, t'as vu tout ce que je parle depuis tout à l'heure? Je voulais juste rajouter par rapport à Mary Shelley, j'ai pas trop l'accent anglais qu'il faut, que ça a été la précurseuse de toute la littérature de science-fiction et ou de fantasy suivant les analyses, qui a pendant très, très, très longtemps été considérée comme un courant uniquement masculin. C'est quand même assez récent qu'on considère que les femmes aussi peuvent écrire de la science-fiction et de la fantasy, surtout de la science-fiction. Alors qu'en fait, entre guillemets, la première qui l'a fait, c'était une femme, quoi. Donc c'était aussi révolutionnaire dans ce sens-là. Oui, mais c'est toujours très dur. La science-fiction, il y a science. Et c'est toujours très dur qu'une Exactement. femme, même à l'heure actuelle, soit une Ouais. boss en sciences, soit docteur en sciences et même gagne un prix Nobel. Mmh. Enfin, Oui, bien sûr. femme de science, tu penses à Marie Curie et puis celle qui a trouvé l'ADN, mais on sait plus son nom. Enfin, voilà. Enfin, moi, je le sais plus en tout cas. Oui, non, je le sais pas non plus. Bref, du coup, oui, effectivement, moi, je voulais vous parler, pour ne pas changer, d'une BD. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de femmes très connues qui ont eu des destins assez hors normes, entre guillemets. Et moi, je voulais vous parler de Radium Girl, qui au contraire parle d'un groupe d'amis à qui il est arrivé, on va dire, des bricoles. Donc c'est une BD dessinée par une dessinatrice qui s'appelle Si. Les dessins sont absolument magnifiques. Une technique traditionnelle, donc pas du dessin numérique, au crayon de couleur. Il y a notamment dedans une scène où toutes les amies sont à la mer et c'est vraiment de toute beauté. Et pour ce qui est de l'histoire, on se situe dans les années folles, au milieu des années 20-30. Je suis pas très bonne en histoire, donc par là. Et donc on suit une bande de copines, comme je l'avais dit, qui ont comme point commun de toutes travailler dans une usine, mais pas n'importe quelle usine. Une usine où on leur demandait de peindre des montres avec de la peinture au radium. À l'époque, on savait pas encore que c'était pas très bon pour la santé. Et donc c'était une peinture très chère. Et les dirigeants de l'entreprise avaient inventé une super technique pour économiser de la peinture. Une technique en 3 temps qui s'appelait Lip Deep Paint, c'est-à-dire littéralement lèvres trempées peindre, où les ouvrières mettaient le pinceau, en fait, affinaient le pinceau entre leurs doigts, leurs lèvres pour avoir le pinceau le plus fin possible et éviter de déborder sur la peinture. Et donc Deep, elle trempait le pinceau dans la peinture et Paint, elle peignait. Donc en fait, elles ont passé des années à avaler de la peinture radioactive, enfin radioactive empoisonnée au radium en tout cas. Tandis qu'à côté, les ouvriers qui, eux, produisaient la peinture, manipulaient toutes les matières premières avec des pinces, des gants, etc. Elles étaient absolument pas protégées, mais personne ne s'inquiétait de rien. Et du coup, dans l'histoire, tout commence, on a une grande partie introductive
où on les voit vivre, s'amuser. On découvre l'usine à travers une nouvelle qui s'intègre à la fois à l'usine et au groupe d'amis. On les voit, il y a une séance où elles vont faire la fête en jolies robes un peu cliché, comme on a les clichés des années 20. Et puis au fur et à mesure, il y a des problèmes de santé qui arrivent. Il y en a une première qui meurt, mais on l'accuse d'avoir la syphilis. Donc une maladie pour que Sexuellement transmissible. voilà, c'est ça, merci, je cherchais, j'arrivais plus à trouver mes mots. Une maladie sexuellement transmissible, donc évidemment, c'est sa faute parce qu'elle avait une petite vertu, comme on disait à l'époque, et cetera. Les copines survivantes finissent par avoir des dents qui tombent, des bras qui se cassent tout seuls, de plus en plus mal partout. Elles finissent par comprendre que leurs problèmes de santé sont liés à cette fameuse peinture au radium. Et là où elles sont un peu extraordinaires, elles n'ont pas fait la grande histoire, mais c'est qu'elles ont entamé une procédure judiciaire contre leur employeur pour obtenir réparation contre le préjudice. Malheureusement, c'est pas une histoire qui se finit bien parce que quand la procédure a commencé, il leur restait plus que quelques mois à vivre et elles ont préféré faire un accord à l'amiable pour tout simplement pouvoir payer les soins pour leur fin de vie sans trop peser sur l'économie de leur foyer. Mais quelque part, leur combat a mené plus tard, beaucoup plus tard, mais au vote de loi cruciale aux États-Unis, parce que je crois que j'ai oublié de le dire, mais ça se passait aux États-Unis. Au vote de loi cruciale, par exemple, pour les droits des ouvriers américains, états-uniens, notamment le droit de poursuivre son employeur pour des préjudices subis au travail et la création d'une agence de protection des travailleurs. Donc c'est des femmes peu connues qui, à travers leur histoire personnelle, ont contribué au fur et à mesure à l'avancée des droits sociaux. Bien contre leur gré, évidemment, je suppose qu'elles auraient préféré rester en vie et ne rien changer du tout. Mais voilà, c'était c'est une autrice que je lis à chaque fois que je vois un nouveau livre d'elle, c'est banco, j'ai même pas besoin de savoir de quoi ça parle. Mais c'est vraiment un tome qui m'a beaucoup marqué parce que c'était pas une histoire très connue, encore moins en France, et qu'elle raconte une histoire qui est assez symptomatique de la société en général, parce que je pense qu'il y a pas tant de choses que ça qui ont évolué au niveau de comment les patrons regardent de leurs enfants. Bah, je t'avoue que c'était pas très très anodin le fait que je mette ta BD à cet endroit-là, parce que ça va nous servir un petit peu dans le sens où je pense que quoi qu'il arrive, de bien ou de mal pour une femme, je pense qu'on n'en parle pas assez dans l'histoire. Que ce soit quand elle fait des petites actions, quand elle fait des grandes actions ou quand il leur arrive des catastrophes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on parle assez de femmes dans l'histoire? Iphigénie? C'est toujours intéressant, alors, deux choses. Je me souviens d'une phrase d'une de mes profs d'université qui disait: ne considérez pas qu'on a muselé les femmes parce qu'elles étaient insignifiantes, mais plutôt parce qu'elles faisaient peur. C'est quelque chose. Alors, elle le disait dans un cadre précis, notamment d'une époque, ne serait-ce que sur ça, c'est à une époque de guerriers, un individu qui saigne une fois par mois et qui meurt pas, c'est de la sorcellerie. L'autre chose, c'est que on a tendance plutôt à dire l'histoire est écrite par les vainqueurs. Complètement là-dedans, en fait. Plus facile d'invisibiliser les femmes quand c'est pas elles qui écrivent les œuvres scientifiques, historiques, sérieuses, ou en tout cas, ou qu'on considère comme négligeables quand elles sont pas écrites par des hommes. Forcément, le récit de l'histoire, il est biaisé. Alex? Ben, on parle pas du tout assez des femmes. C'est quand tu as parlé. J'enfonçais une porte ouverte, hein, c'était Non, quand tu as parlé de Cléopâtre, moi Cléopâtre, quand Aline elle a parlé du fait que Simone Veil c'était vraiment un peu un rôle modèle. Ce qui m'ennuie, c'est que par rapport à toutes ces femmes qui sont dans l'histoire, Cléopâtre, ce qui me marque plus parce que je pense à elle, on la présente toujours comme un peu l'icône de l'amour. On parle toujours de son physique, qu'elle était belle, qu'elle séduisait tous les hommes. C'était un chef d'État en fait, et elle a été retranchée. Voilà, elle s'est battue jusqu'au bout. Elle a eu du courage. Et ça, non, Cléopâtre, elle était trop belle. Et elle a séduit tous les hommes. Et c'est un petit peu ça, à chaque fois, c'est les attributs qu'on montre. Et à chaque fois qu'une femme dit un truc intelligent ou qu'elle se démarque, à chaque fois, ça finit genre un peu... Genre, c'est un truc éclatant, genre... oh, cette femme, elle a dit un truc rigolo. Genre, cette femme, elle a eu cette réflexion-là, c'est fou.
mais on montre pas un peu les punchlines des hommes de la même façon. Elles sont pas mises en avant pareil. Il y a plein de femmes dans l'histoire. Hildegard von Bingen, qui a été novatrice dans tout ce qui est écriture de la musique, écriture tout court d'ailleurs, qui était dans la médecine et tout ça, qui a fait avancer la médecine à son époque, qui a fait avancer la musique, qui a fait avancer la cuisine, qui a fait avancer l'écriture. On n'en parle jamais. Et toutes ces personnes-là, ou comme l'a dit Miellou en citant la BD de Si, même ces personnes qui étaient peut-être plus anonymes, comme par exemple, on nous parle beaucoup des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Mais quid des femmes qui se sont tout tapées à la maison, qui ont fait fonctionner l'économie, les écoles, les champs, enfin c'est elles qui géraient tout. Enfin c'est vrai je trouve qu'effectivement on n'en parle pas, mais bon regarde, c'est comme la petite blagounette, genre le podcast, les hommes autour d'un micro qui font un podcast en s'écoutant parler. Je veux dire, c'est plus rare d'avoir des podcasts non mixtes féminins qui percent. Qui s'écoute parler aussi. Mais nous, mais on peut aussi, on a le droit de faire ça aussi, c'est ça l'égalité. Mais c'est vrai que on n'est pas mis au même niveau dans l'histoire. Cléopâtre et Alexandre le Grand sont pas mis au même niveau. George Sand pas mise au même niveau que. Enfin, à chaque fois qu'on a deux personnes à la même époque qui font la même chose, la narration est jamais la même. Ouais. Chercher un mot, mais non. Aline, aide-moi. Alors, un mot. Non, moi j'ai cette Brocoli. grande, Ah, pardon. j'ai cette grande chance d'habiter à Rouen. Donc Jeanne d'Arc, hein, voilà, Ouais. ils l'ont Ah, brûlée, purée. ils l'ont cramée. Bon. Moi, je suis à Compiègne. Ah! Bon, on l'a dénoncée. Ah Elle est brûlée, Attends. on l'a dénoncée. Attends, parce que attends, moi je viens d'une petite ville dans le Nord où elle était emprisonnée. J'ai fait mes études à Compiègne où on l'a dénoncée. Et maintenant je vis à Rouen où on l'a cramée. Et le pire, c'est que sur le pont de Compiègne, t'as une énorme statue de Jeanne d'Arc, comme si, hey, regardez, c'est tout. Oui, c'est Et vous vrai. vous souvenez comment on l'appelait Jeanne d'Arc, comme on la surnomme? La pucelle d'Orléans. D'Orléans. Ah Celle. Déjà, c'est quoi ce nom? Ah bah oui, bah ça. Oui, Bah, parce que c'est peut-être. évident que quand tu entends des anges parler, c'est évident que tu es vierge. Voyons. Ah bah, Voyons. Elle est son taf. bah, bref, du coup, voilà, moi ce que je pense des femmes dans l'histoire, Jeanne d'Arc. Ou alors c'est toujours des méchantes. Hein. Marie-Antoinette, elle est méchante. Et sinon, d'un point de vue un peu plus histoire contemporaine, tout à l'heure je parlais des femmes de science, elles sont totalement invisibilisées. Et il n'y a pas si longtemps, pour qu'une femme publie un papier scientifique, en fait, elle avait un prête-nom. C'était l'homme du labo, son mari, qui publiait pour elle. George Sand, on a parlé de George Sand, devoir s'appeler. Enfin, est-ce que c'était son prénom de base? Je Non, sais plus. non. Non, C'était Non, pas on son est prénom. d'accord. Non, C'est du tout. elle a dû se masculiniser pour pouvoir être publiée. elle a laissé un indice, elle a volontairement enlevé le S à la fin, et Ouais. c'était pour précisément laisser un indice derrière elle. Quand on me parle histoire, j'avoue que je pense tout de suite à l'école. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, alors pas tellement en fait dans les cours d'histoire en tant que tel, parce que j'étais pas trop fan, mais moi j'aimais beaucoup les cours de français. Et en fait, jusqu'à récemment, pour montrer à quel point les femmes étaient invisibilisées dans la grande histoire et aussi dans l'histoire littéraire, jusqu'à récemment, il y avait très peu, voire pendant très longtemps, aucune autrice représentée au bac de français. J'ai fait une petite recherche en préparant le podcast il y a 2 heures et quelques. J'ai trouvé des traces de une pétition en 2016 pour dénoncer l'absence d'écrivaines au programme de terminale en filière littéraire, donc ex-bac L. À l'époque, il n'y en avait jamais eu. Entre-temps, il y en a eu 4 en 2022. Et j'ai trouvé les chiffres pour 2023. J'ai pas trouvé ceux pour 2024. Mais pour 2023, il y avait 2 femmes au bac de français. Contre combien d'hommes ça, j'ai pas trouvé les chiffres, par contre. Donc sans doute beaucoup plus. Après 2024, il n'y a pas encore eu le bac. Non, mais ils le savent pas à l'avance, le programme littéraire? Le programme est prévu, ouais. Il me C'est en semble, hein. général 3 œuvres.
D'accord, donc moi je suis médisante si c'est un petit nombre, je pensais que c'était parmi un grand panel d'œuvres. Donc 4 femmes et 2 femmes, c'est pas si mal. Non, mais il y a 3 œuvres par an. Du coup, si tu as trouvé 4 femmes, c'est que toutes les autres années de bac littéraire, c'était des hommes, quoi. Oui, c'est ça. Oui. La pétition que j'ai trouvée qui était en 2016, il y en avait jamais eu, absolument jamais eu, quoi. Donc voilà, il y a un peu de progrès, c'est appréciable. Du coup, il y avait autre chose qui me venait à l'esprit par rapport à l'histoire, qui est le fait que, je sais plus qui avait parlé du fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais il y a aussi le fait que les recherches pour un peu rétablir l'histoire qui a été oubliée par manque de traces, etc. Je pense aux préhistoriens, ce genre de choses, mais aussi des périodes un peu plus récentes, Antiquité, etc. Et ben c'est souvent, et pendant très très longtemps, ça a été majoritairement des hommes, avec un point de vue d'homme. Et donc en fait, en étant très centré sur soi-même, ce qui est humain, mais comme il y a que le même type de personnes, c'est-à-dire des hommes, bah ils voient que tous la même chose, et ça mène à des choses. On n'envisage pas que quand on trouve la tombe de quelqu'un qui a l'air manifestement d'être un guerrier parce que il a été enterré avec des armes, on n'envisage pas du tout que ça soit une femme. Jusqu'à ce que des dizaines d'années plus tard, la recherche prouve que par l'étude du squelette, a priori, c'était une guerrière et pas un guerrier. On a le même problème avec l'identité du genre et l'identité sexuelle, qui est que, pareil, en fait, historiens étant majoritairement hétérosexuels, on a le même genre de poussée de non, ils étaient très amis, il lui a érigé un tombeau magnifique, il fait des déclarations d'amour sur tous les murs, mais ils étaient juste amis. Ah, Alexandre le Grand. Quel homme hétéro. Son bon ami. Son bon ami, c'est toujours ça. C'est le nombre d'autrices lesbiennes ou bisexuelles qui ont été invisibilisées parce que, mais non, elles habitaient ensemble, mais elles étaient juste colocataires. Elles avaient des maris. Oui, bah oui. Ils s'entendaient très bien tous les deux d'ailleurs, les maris. Donc voilà, du coup, ça m'avait fait penser notamment sur le sujet de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Un livre qui se concentre sur la préhistoire que j'ai, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, donc j'en parlerai pas du tout en détail, qui est L'homme préhistorique est aussi une femme, par Marilène Patou-Matisse. Il est très bien, bon bah tant mieux. Et du coup, Corée, je crois que c'est Corée qui en a parlé très rapidement tout à l'heure, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Tito Ouais. Lecoq, qui est très très instructif aussi. Et la série des culottés de Pénélope Bagieux. Ouais. Aussi, ouais. Et de toute façon, si je vous parle d'histoire parce que c'est aussi c'est ma deuxième marotte après la SF, comme quoi tout est lié. Les manuels d'histoire, de toute façon, ne mettent pas en avant les femmes. Par contre, maintenant, il y a une volonté, pas du gouvernement, hein, vous inquiétez pas, vous emballez pas non plus, hein, mais plutôt de certains professeurs, professeuses, professeureux, professeureux. Voilà, je vais garder mon accent du Nord, ce sera plus pratique. Professeurs qui justement vont mettre en lumière, parce que si les manuels scolaires en fait ne laissent pas la place, si tu veux, il y a quand même une petite marge de manœuvre pour les profs. Et c'est en ça que nous les femmes, on est très très facile et très habiles pour biaiser le truc. Si jamais vous êtes prof et que vous avez envie, ou vous avez juste envie de vous instruire en redécouvrant l'histoire au féminin, je vous recommande chaudement le podcast de l'association Memnosine, du genre dans l'histoire, qui montre comment on peut apprendre l'histoire, mais avec le genre. Et c'est vrai que ça, c'est hyper instructif. Et je pense que c'est grâce à ce genre de podcast et à ce genre de points, comme nos bandes dessinées avec nos littératures, ou même Mary Shelley et Jane Austen, parce que certes, de notre point de vue moderne, entre guillemets, ça nous paraît pas foufou, mais avec les moyens qu'elles avaient à l'époque, c'est quand même assez dingue de se dire que Jane Austen a montré que des femmes pouvaient réfléchir et essayer d'agir sur leur destin. Alors certes, à la base, elles doivent quand même se marier, qu'à l'époque, elles n'avaient pas d'autre choix, si tu veux. Mais Jane Austen montrait que, par exemple, il fallait faire le bon choix de mariage, un choix judicieux, pour leur permettre ensuite de vivre confortablement et de la manière dont elles veulent. Et on parlera pas de Mary Shelley parce que dire que c'est Jules Verne le papa de la science-fiction alors que c'est elle, voilà, ça pique. Tu vois, tous ces trucs-là, ça montre que c'est vraiment une sape, vraiment de la part des hommes, on va pas se mentir, parce que c'est ça, c'est une sape de nous effacer en fait. Plus on nous efface,
moins du coup on va risquer entre guillemets de faire du bruit, évidemment que non. Et c'est comme ça qu'on peut avoir nos droits plus ou moins effacés au fur et à mesure, sans qu'on en parle en fait. Et c'est ça qui est assez effrayant. Et c'est pour ça que ouais, Simone de Beauvoir avait raison en fin de compte, parce que à chaque fois, on en revient là quoi. C'est que comme on parle pas de nos droits et comme on parle pas du fait qu'ils soient menacés, finalement, ça glisse. Et nous, comme on a l'habitude d'encaisser depuis des milliers d'années, parce que c'est ça en fait la réalité, c'est depuis des milliers d'années, depuis que la civilisation est faite, on a l'habitude d'encaisser. Donc de toute façon, on voit pas ces principes, comme disait Alex tout à l'heure, ces principes de la petite grenouille dans son verre tiède là pour le moment, et on se rend pas compte de tout ça. Comment on peut expliquer maintenant que les femmes ne sont pas l'égale des hommes, puisque sur le papier, on l'a. Et je vais vous parler du coup d'un essai qui s'appelle Le droit des femmes, le grand recul. Et je vais vous avouer un truc, c'est en fait quand Pomme a fait « Hey, tu ferais pas une émission pour le 8 mars ?» J'ai fait « Oui !» Et après, elle a décroché et ma confiance en moi et ma légitimité est partie avec Pomme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, il faut pas. Si, clairement, là, elle était... parce que 2 secondes après, j'étais enroulée en boule dans mon canapé en disant « Comment je vais faire ça ?» J'y connais rien. Et je pense qu'on est toutes pareilles, c'est-à-dire qu'on a toute l'impression comme on n'est pas des super-héroïnes, des fois, en fait, on se sent incapable d'en parler et d'élever la voix. Et donc, moi, quand je flippe comme ça, dans ces cas-là, je fais le bonheur de mon libraire, c'est-à-dire que j'achète des livres. C'est mieux. Ça alimente l'économie en plus. Mais du coup, j'ai trouvé quand même un essai qui s'appelle donc Le droit des femmes, le grand recul à l'épreuve de la crise sanitaire en Europe. Et ça a été écrit par Amandine Claveau. Et Amandine Claveau, elle est directrice de l'Observatoire Égalité Hommes-Femmes et elle est responsable Europe à la Fondation Jean Jaurès. Autant dire que la madame, elle s'y connaît un peu en stats et en égalité des droits hommes-femmes. Légèrement. Après, j'ai pas regardé sa photo, je sais pas si elle est jolie ou pas. Enfin bon, bref, on passera ce genre. Si elle est jeune. Si elle est jeune, tout ça. Enfin bon, bref. C'est court, c'est 47 pages environ. C'est très fourni en chiffres et autres données. Donc, c'est nickel quand tu prépares un sujet un peu à la bourre. Mais c'est surtout que, par contre, le côté négatif, c'est que t'en sors pas indemne de ce genre de lecture. Tiens, à remercier encore Monsieur Corré, qui frôle encore les murs en se demandant quand j'arrêterai d'être vénère depuis 15 jours. Il a pas une vie facile, cet homme, je vous jure. Bon, je vais verser un verre d'eau, donc tout va bien. Mais Amandine Claveau, ce qui est bien, c'est qu'elle fait des stats. Et elle fait des stats genrées. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de l'histoire de France et du passé, on mégenre totalement les gens en disant, de toute façon, I plus L, c'est égal à I. Vous voyez ce que je veux dire? Merci 19e siècle. Mais là, du coup, elle fait des stats de manière très genrée pour montrer que, en fait, c'est super terrifiant ce qu'on voit à partir de 2023, puisque ça a été écrit en 2023. Et par exemple, on voit que pendant le confinement, il y a eu une augmentation de 40% de signalements de violences contre des femmes. Et pendant le deuxième confinement, il y a une augmentation de 60%. Oh. C'est assez incroyable. Et on parle de signalement parce que, évidemment, les 3/4 du temps, il y aura pas de il y aura pas de plainte, il y aura pas de procès. Et ce qui est encore plus terrifiant pour vous mettre un petit peu la pression et avoir le même heure vénère que moi, c'est que c'est sur la dangerosité et sur la santé physique et mentale qui a été faite aux femmes. À cause des fermetures des frontières et des réductions des droits, on fait coucou à la Pologne sur l'IVG. Il y a eu 1,4 million de grossesses non désirées en Europe pendant le confinement. 1,4 million de personnes portant un utérus qui ont dû mener une grossesse à terme. C'est assez effrayant. Et surtout, il y a eu l'inaccessibilité des centres de soins relatifs à l'IVG, à la contraception pendant le confinement. Mais en plus, et là je te fais un gros câlin Alex en avance, t'inquiète pas, c'est la surexposition des femmes pendant le Covid. Et là je vais vous donner des chiffres, comme ça on ne pourra pas dire... Voilà. En Europe, 88% des professions d'aide à la personne sont occupées par des femmes. 84% des professions de ménage et d'aide aux personnes âgées. 73% du personnel éducatif et 72% des professionnels de santé. En France, c'est 78% de la fonction publique hospitalière, 90% des infirmières et aides-soignants, 89% dans les personnels des EHPAD, 82% de l'enseignement primaire et 90% de caissières. Et c'est tous ces emplois qui étaient dits indispensables, excuse-moi, oui, essentiels ou indispensables, j'hésitais entre le mot. Et tout ça. Et
on note quand même que, en termes de perte d'emploi, 5% des femmes ont perdu leurs emplois contre 3,9% des hommes. Je repars encore. Bah oui, la charge mentale accrue, 3 fois plus de temps de ménage pour les femmes, je sais, je l'ai vécu. Et les femmes sont interrompues 1,5 fois plus que les hommes par les enfants en situation de télétravail. Par contre, sur le plateau, on a eu un truc totalement différent. C'est-à-dire qu'on a eu plein d'hommes qui sont venus intervenir sur le Covid, sur la situation, sur tous ces trucs-là, parce que ils étaient dits scientifiques. C'est surtout qu'ils avaient plus de temps, en fait, hein, fallait bien qu'ils s'occupent ces gens. Et c'est surtout que ce qu'il y a de pire, c'est que les hommes ont été plus efficaces, du coup, en situation de télétravail, parce qu'ils avaient à s'occuper que de leur travail. Et oui. Et c'est assez fou parce que du coup, les hommes ont été augmentés ensuite après le Covid, alors que les femmes ont souvent plus risqué de perdre leurs emplois. Et je l'ai vécu puisque j'ai pas risqué de perdre mon emploi, mais je me suis occupée de l'éducation de mes ados, plus le télétravail, plus mon grand-père qui commençait à être atteint de démence sénile. Donc je sais pas si vous voyez le truc. Et ce qui fait que on va pas se mentir, du coup, j'ai pas été augmentée, tu vois. C'est des trucs comme ça. Je pense que Alex, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ton rythme de travail a dû être assez impressionnant pendant le. Je pèse mes mots, hein. Et puis c'est surtout que après, elle a continué ses stats sur du coup les subventions qui sont survenues après le Covid. Et en fait, les subventions survenues après n'ont pas du tout été attribuées à des milieux dits féminins. C'est-à-dire, on reprend toute la liste, la fonction publique hospitalière, les infirmières et les aides-soignantes, les personnels de l'EHPAD, l'enseignement primaire ou les caissières. Non. On a donné des aides à l'État pour l'économie, pour l'écologie et pour la science. C'est génial, hein? Et donc, elle a fait un petit calcul quand même et elle a évalué le retard estimé dans la réduction des inégalités, parce qu'on essaie de grappiller des années. Et rien que le confinement, le retard estimé dans la réduction des inégalités hommes-femmes est de 136 ans. Les retards estimés dans la réduction des inégalités économiques entre hommes et femmes est de 132 ans qu'on a perdu pendant cette période. C'est fou, hein? Et tout ça, personne n'en a parlé. Et ouais, je vous ai bien plombé. De toute façon, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de sujets réjouissants sur les droits des femmes. Non, je ne pense pas. Mais de toute façon, par rapport à l'emploi, la seule question, moi je sais qu'on me l'a posé à la moitié des entretiens d'embauche que j'ai fait dans ma vie. Est-ce que vous avez un projet grossesse? Et quand t'as 20 ans et que t'as pas confiance en toi, tu dis pas, mais ça ne vous regarde pas. Tu dis, non, je suis trop jeune. Parce que genre, quand quelqu'un te dit, mais que ton corps de femme, le fait que tu as un utérus, mais généralement on te le demande quand tu es identifiée femme, mais le fait que tu as un utérus pourrait impacter ta carrière. Et toi t'es là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je crois pas que ta carrière les intéresse, en fait. C'est pas ta carrière. Non, c'est ce que tu peux leur rendre comme service. C'est ça. Ouais. C'est est-ce qu'ils vont devoir te payer un congé maternité ou pas? C'est ça. Et sachant que les hommes qui sont pères de famille sont plus facilement embauchables parce que tu comprends, ils sont plus responsables. Ce sont de bons pères de famille. Eh oui. Ah là là. Est-ce que vous avez d'autres réactions face à ce magnifique essai qui a effacé Monsieur Corée de la réalité pendant 15 jours? J'ai eu plein de café au lit, c'était trop bien. Faut que tu le relises tous les mois, alors. Ah oui, ça... Iphigénie? Non, pour le coup, c'est pas genré, c'est une autre inégalité, mais je me souviens à quel point ça m'a mise en colère d'avoir pris le métro pendant des semaines en tant que travailleur essentiel et que la veille du retour à la fin du confinement, il y ait tellement de petits panneaux dans le métro qui disent attention, la distanciation sociale, mais on le prend depuis 2 mois, le métro, vous avez pas pensé à nous une seconde, quoi. Ils étaient à l'impression, les petits panneaux, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Pendant 2 mois. Il y avait le BAT. Il y avait le BAT à valider, c'est pour ça. Il n'y avait pas l'homme pour venir le valider. Il n'y avait pas d'homme pour poser les distributeurs de gel hydroalcoolique. Non, il fallait aller casser les vitres des voitures des gens qui avaient un caducé dessus pour trouver la solution hydroalcoolique élégant. Et les offres des vétérinaires qui voulaient bien faire des tests avec
leur machine totalement capable d'être calibrée pour ça, quoi. Je crois que les caissiers, enfin les hôtes de caisse, les hôtesses de caisse, les gens qui font le ménage et tout, le pire c'est que, ou les vétos, pareil, ils ont été totalement oubliés. En vrai, on disait applaudissez les professionnels de santé et tout ça, mais tous les autres, on disait pas applaudissez-les. Non. Pourtant, dans mon immeuble, tous les jours, je me checkais avec une meuf qui allait faire le ménage chez les personnes âgées au-dessus de chez moi. On était les 2 seuls à sortir de chez nous pour aller travailler, donc c'était facile. Oui, Elle me effectivement. disait: «Oh là là». Moi, je sortais de l'immeuble, elle y rentrait, du coup, elle me disait elle était trop mal avec ses gants pour ouvrir la porte et tout, elle savait plus. Elle me disait: «Mais c'est horrible, je vais chez les gens, je sais pas si je leur amène des maladies, si c'est eux qui me les amènent, faut bien manger». Et du coup, Bah, ça et quand les gens tombaient malades, ils accusaient les caissiers, les caissières, ils accusaient tous les personnels essentiels, c'est forcément eux qui me l'ont amené. évidemment. Et du coup, les gens, ils avaient trop mal, enfin, et ils disaient, et après, en plus, c'était notre faute parce que j'ai une collègue en maternité, elle m'a dit: «Mais c'est horrible», et puis après, quand il y a eu le vaccin, en plus, du coup, on nous a jugés, genre c'était nous qui avions créé le Covid presque, et je pense que les gens, ils cherchent toujours un coupable, mais les coupables, c'était toujours, des gens comme, Iphigénie, Fifi, je sais pas, qui étaient dans Ça le va rester. métro, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait, de prendre le métro, voilà, ils pouvaient Ouais. pas. Non, puis le C'était premier jour du confinement, moi, je télétravaille en me disant, c'est pas dans le milieu vétérinaire à l'époque. Je suis allée au travail, je suis allée à l'épicerie en me disant, je vais nourrir des gens, c'est trop bien, c'est vrai, je suis essentielle, enfin, blablabla. La première personne que j'ai dû conseiller dans le magasin, elle me dit, mais en fait, mes cheveux sont un peu gras, faire un shampoing. Mais en fait, j'ai pris le métro, j'ai mis en danger mes proches, te vendre du shampoing. Mais rentre chez toi, c'est pas grave, personne va les voir, tes cheveux gras, en fait. c'est vrai. Ouais. Ah ouais, je me souviens de la course. Pareil, tu vois, il y avait, comment dire, là où je travaillais, il y a une partie entrepôt et une partie où tu peux télétravailler, hein, tu vois. Le souci étant que dès qu'ils étaient à l'entrepôt, avaient déjà une santé fragile, donc clairement, c'était pas du tout une bonne idée de les emmener là. Donc on essayait de se relayer comme on pouvait. Et ce qui fait que, ouais, je tournais entre l'entrepôt, la maison avec les ados qui essayaient de faire une scolarité comme ils pouvaient, et mon grand-père qui commençait ses crises, et ouais, j'avais toujours l'impression d'être tout le temps en voiture et machin. Je me souviens, en fait, c'est la fin du confinement, parce que je pense que j'ai fait un blocage dessus, mais à la fin du confinement, je me souviens que tout le monde m'a dit, ouais, on est super bien reposés, et je pense qu'on était juste quelques-unes ou quelques-uns à se dire, on est crevés, on n'en peut plus. Mm. Ouais, c'était le petit souvenir du confinement. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était franchement, si vous avez 1 heure de votre vie, je vais pas dire à perdre, mais si vous voulez rester éveillé et être un peu vénère dans votre vie, mais c'est plutôt nécessaire. Prenez cet essai, parce que c'est pas juste, comme on dit, c'est pas des élucubrations d'une femme qui s'est dit que ça y est. Non, non, elle propose des vraies solutions, dans le sens où elle vous donne des stats, et elle dit que si on veut vraiment que les droits des femmes soient respectés, il faut genrifier les statistiques à chaque fois. Parce que de toute façon, quand on est mégenré, excusez-moi, quand on est mégenré au niveau de la politique et au niveau de l'économie, on est tout le temps perdante, en fait. C'est ça qui est le plus important à retenir. La première partie de cette spéciale du dimanche est terminée. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie.